Alors que l'innocence d'un enfant, la capacité d'un individu à participer activement dans l'économie de production, ou l'habileté d'un enfant à apprendre dans le milieu scolaire peuvent tous être mis en cause par la fragilité et l'instabilité des sociétés en conflit, et ce, en l'espace d'un clignement d'œil. Elles sont rapidement remplacées par l'exclusion, par l'image d'une nuisance, d'un corps brisé et inutile. Pourtant, il n'est guère sorcier d'imaginer que l'handicap puisse devenir source de possibilités, que la vulnérabilité devienne une force. Il suffit de dépasser la perception sociétale. C'est d'ailleurs ce que vise précisément notre projet. En tant qu'organisation, nous sommes une nouvelle ONG canadienne visant à réaliser son premier grand projet. Alors que celui-ci s'avère un défi de grande taille, notre équipe est constituée d'experts et de professionnels qualifiés dans le domaine de la création de projets de développement. Avec l'aide de plusieurs bailleurs de fonds, tels qu'Affaires mondiales Canada, nous avons réussi à mettre sur pied un programme d'aide au développement complet et cohérent avec notre mission, étant celle de venir en aide aux populations vulnérables de pays confrontés à d'importantes sources d'instabilité. Alors que notre mandat est d'améliorer la condition de vie et de promouvoir le respect de la dignité de la population visée, nos valeurs englobent l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, les droits de la personne, la paix et la sécurité, les actions contre le changement climatique ainsi que la croissance économique locale. Dans le contexte d'instabilité qui caractérise le paysage socio-économique, politique et militaire de l'Afghanistan, la vulnérabilité économique et sociale des Afghans handicapés contribue à maintenir et renforcer les relations de pouvoir et les comportements discriminatoires. En effet, la vulnérabilité des Afghans touchés par les mines antipersonnelles mène bien souvent à l'isolement social, l'humiliation publique, voire le refus d'accès aux espaces publics et aux événements sociaux, communautaires ou familiaux, ce qui contribue ultimement à reproduire les stéréotypes discriminatoires à leur égard, étant alors perçus comme une honte ou une nuisance. L'ostracisation et la discrimination endémique qui en découlent créent de nombreux obstacles pour les personnes handicapées, notamment en matière d'éducation, d'emploi et de soins de santé. En effet, la perspective péjorative de la participation des Afghans handicapés au sein de la société alimente le refus des écoles à accueillir des enfants handicapés et de leur fournir des adaptations scolaires. Le maintien des stéréotypes quant aux qualifications des personnes handicapées contribue de plus à l'exclusion laborale des Afghans handicapés et subséquemment à l'instabilité économique, l'absence de liberté économique, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cette sous-valorisation des Afghans handicapés légitime le manque d'engagement des entités étatiques en ce qui a trait à l'accès à des infrastructures, à des services accessibles ou à des soins de santé adaptés. En plus des obstacles liés à leur handicap, les femmes afghanes handicapées sont également confrontées à la fois à la discrimination genrée et à la stigmatisation. D'ailleurs, les personnes qui subissent des formes d'exclusion et de discrimination développent souvent un sentiment de résignation, d'aliénation et d'impuissance, auxquels s'ajoutent les problèmes de santé mentale et de traumatisme. Notre projet vise donc à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la vulnérabilité économique et sociale des Afghans handicapés par les mines antipersonnelles, soit l'inaccessibilité des soins médicaux et des services, la dévalorisation des personnes handicapées aggravée par la présence de stéréotypes, les obstacles à l'éducation, les obstacles à l'emploi rémunéré des Afghans touchés, ainsi que les inégalités liées au genre. Ainsi, le projet nous permettra, en travaillant de pair avec nos partenaires, d'outiller les Afghans touchés par les mines antipersonnelles en prenant compte de la question des genres, pour qu'ils puissent réintégrer la société en tant que membres actifs, d'encourager le démantèlement des stéréotypes envers les personnes handicapées et enfin, d'accroître l'accès aux services et aux soins médicaux. Pour ce qui est du modèle logique, premièrement, notre objectif ultime est l'amélioration de la qualité de vie des Afghans handicapés par les mines antipersonnelles, incluant les femmes à Kaboul. Il s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle notre définition d'une bonne qualité de vie, définie en termes d'indépendance économique, de participation au sein du marché du travail, d'inclusion sociale, d'accès à l'éducation et d'autonomie fonctionnelle, correspond à celle des bénéficiaires. D'ailleurs, il s'agit précisément de l'un des objectifs de la recherche préliminaire, soit de s'assurer que notre projet répond réellement aux besoins locaux et non qu'il ne soit qu'un reflet de la positionnalité des membres de notre ONG. L'élaboration de l'un de nos objectifs intermédiaux étant celui de l'augmentation de l'autonomisation fonctionnelle des Afghans handicapés par les mines antipersonnelles, incluant les femmes à Kaboul, est construite sur l'idée selon laquelle l'augmentation de l'autonomie fonctionnelle des Afghans handicapés leur permettra d'acquérir une plus grande liberté physique et par conséquent de participer plus activement au sein des dynamiques sociétales. Cet objectif est donc basé sur l'hypothèse selon laquelle acquérir une plus grande indépendance physique leur permettra de ne plus être contraints à l'isolation et la subordination sociale, pouvant ainsi générer un impact positif sur leur qualité de vie à la fois physique, psychologique et sociale. L'un de nos objectifs immédiats vise à améliorer les connaissances des Afghans handicapés par les mines antipersonnelles, incluant les femmes, quant à leurs besoins médicaux et aux services de santé disponibles à Kaboul.
Cet objectif sous-tend ici l'hypothèse selon laquelle faciliter l'accès à des services médicaux permettra à davantage d'Afghans d'être conscients des implications médicales de leur handicap et des prochaines étapes en termes de réadaptation. D'ailleurs, il prend également pour acquis d'une part que les Afghans handicapés voudront recevoir des services dans la clinique et d'autre part que cette dernière sera en mesure de se déplacer aisément à travers la ville et ce, même dans des zones périphériques moins urbanisées. Enfin, l'objectif est basé sur l'hypothèse selon laquelle l'augmentation des connaissances des Afghans handicapés quant à leurs besoins médicaux et aux services de santé disponibles les poussera ultimement à entreprendre des processus de réadaptation à plus long terme, leur permettant subséquemment d'augmenter leur autonomie fonctionnelle. Le second objectif immédiat vise à augmenter l'autonomie des enfants handicapés dans le milieu scolaire afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. En permettant aux enfants de bénéficier de mesures d'adaptation et de techniques d'enseignement qui prennent en compte les défis auxquels ils sont confrontés, ils pourront acquérir une plus grande autonomie dans leurs études. En étant davantage impliqués dans le contexte scolaire, ils auront l'opportunité d'acquérir des compétences telles que la résilience et de développer des mécanismes d'adaptation qui leur accorderont une plus grande autonomie fonctionnelle, tant dans le contexte académique que sociétal, étant d'ailleurs l'une des hypothèses sur laquelle se base cet objectif. En effet, nous nous basons sur l'idée selon laquelle les mécanismes d'adaptation qu'ils pourront développer à l'école avec l'aide de notre projet sont transposables dans le contexte social, notamment dans le milieu du travail. Sans compter que cet objectif est élaboré sur l'hypothèse selon laquelle, d'une part, les écoles seront ouvertes à participer à notre projet et remettre en question leur méthode d'enseignement, et d'autre part qu'il y a un nombre considérable d'enfants handicapés dans les écoles qui souhaitent recevoir de l'aide en matière d'adaptation. En ce qui a trait aux extras, en offrant des consultations avec des spécialistes locaux en mobilité, en ergothérapie et en rééducation spécialisée, le projet parviendra à outrepasser les déterminants socioculturels et institutionnels qui limitent la capacité des Afghans handicapés à avoir accès aux services. Le premier extra est ainsi basé sur l'hypothèse corrélationnelle entre l'accessibilité et l'augmentation des connaissances. De plus, la clinique mobile permettra d'offrir les services dans des zones en périphérie de la ville, étant des régions pour lesquelles l'accès aux institutions de santé est souvent difficile. Cela dit, encore une fois, elle se base sur l'hypothèse selon laquelle les Afghans handicapés auront la volonté ou le temps de consulter la clinique. Par ailleurs, dans un contexte où il existe un manque important de conscientisation à l'égard des services disponibles, le renforcement de l'accompagnement et de l'assistance des Afghans handicapés par les ménages personnels dans leurs efforts pour se renseigner sur les services à long terme qui leur sont destinés permettra d'accroître de façon significative leur connaissance à cet égard. Il est toutefois important de noter qu'il présuppose que les Afghans handicapés auront ensuite les capacités, les moyens ou les ressources d'accéder à ces services de longue durée. De plus, les formations données aux enseignants leur permettront d'une part de mettre en place de nouvelles méthodes d'enseignement, des mesures d'adaptation et des techniques d'intégration. Ceci se base sur l'hypothèse selon laquelle ces mesures auront un impact direct sur la réussite académique des enfants handicapés, comme le matériel et le lieu d'apprentissage sera accessible, et subséquemment sur l'atteinte de leur potentiel. Les ateliers destinés aux élèves handicapés leur permettront d'autre part de prendre conscience des outils qui peuvent faciliter leur éducation et ainsi amener une plus grande autonomie. Ce dernier extrait sous-tend ici l'hypothèse selon laquelle le contexte scolaire joue un rôle important sur le développement de l'enfant, notamment dans l'acquisition de compétences telles que la résilience ou encore la confiance en soi. Favoriser ainsi dès le plus jeune âge leur intégration en salle de classe permet l'émancipation de leurs capacités tant socio-cognitives qu'adaptatives et ainsi leur autonomisation. D'ailleurs, ce principe d'autonomisation est basé sur l'idée selon laquelle l'autonomie acquise dans le contexte scolaire et les compétences développées pour y arriver sont également pertinentes dans le contexte social ou professionnel. Les activités du projet sont classées en 3 phases. La phase de conception, d'opérationnalisation et de suivi continu qui se fera en même temps que la phase d'opérationnalisation. Lors de la phase de conception du projet, nous serons amenés à faire une recherche préliminaire sur le terrain afin de faire la collecte des données manquantes et d'avoir une plus grande compréhension de la situation actuelle et des besoins des Afghans touchés. Enfin, nous effectuerons l'achat d'une clinique mobile hybride utilisant majoritairement l'énergie renouvelable auprès de la compagnie Odulaire et nous l'enverrons à Kaboul afin de pouvoir faire la prestation de service au cours de la phase suivante. La phase d'opérationnalisation comprendra entre autres le recrutement et la rémunération des formateurs pour les ateliers axés sur l'éducation des Afghans handicapés, y compris les techniques d'adaptation, les formations professionnelles visant à accroître leurs connaissances et leurs compétences pratiques dans différents domaines, les compétences professionnelles et la confiance interpersonnelle, ainsi que sur l'inclusion générale des Afghans touchés. Une autre activité importante sera la prestation de soins médicaux et de services aux Afghans handicapés par les ménages personnels à l'aide de la clinique mobile. Cette prestation de services nécessitera le recrutement et la rémunération de professionnels du domaine de la santé. De plus, des partenariats seront établis directement avec des entreprises locales afin d'appuyer la réintégration des Afghans handicapés au sein de la sphère laborale et économique à l'aide de financement. À des intervalles réguliers, les indicateurs de rendement devront être évalués afin d'analyser le progrès du projet. Cette analyse sera accompagnée d'un compte rendu et permettra aux gestionnaires de prendre des décisions vis-à-vis du projet et d'appliquer des changements aux besoins. Donc, présentement, je vais expliquer et décoder le tableau du cadre des mesures de rendement que nous avons rédigé.
Donc, basé sur le modèle de base fourni sur le site officiel de la Femme mondiale Canada, la région d'opération, la durée de notre projet ainsi que le montant budgété peuvent être visibles dans l'entête de notre CMR. Notre CMR est aussi composé d'un résultat ultime qui est divisé en deux résultats intermédiaires qui donnent lieu à un total de 4 résultats immédiats. Chacun d'entre eux vont alors donner lieu à 2 extrants distincts pour un total définitif de 8 extrants. Donc pour les indicateurs, nous avons établi 2 indicateurs par résultat et un seul indicateur par extrait. Donc alors que les indicateurs sont adaptés aux résultats ou à l'extrait qui y sont associés, beaucoup d'entre eux tournent autour du taux de variation, du taux de satisfaction et le taux d'embauche. Donc pour les données de base, nous avons établi que pour les résultats, nous allons générer les données pendant la période de recherche préliminaire en raison de la nature juste de notre projet et l'incapacité de trouver des données préliminaires précises. Et pour les extrants, alors qu'il s'agit d'activités que nous avons mis sur pied, il n'y a aucune donnée de base et ne requiert pas de données de base. Donc pour les cibles, nous avons décidé de faire l'utilisation de pourcentage afin de bien définir les cibles du projet, car, comme mentionné précédemment, nous ne détenons pas de données de base, donc il est très difficile de créer des cibles avec des quantités numérales chiffrées ou un nombre précis. Donc ainsi, avec un pourcentage, nous pouvons établir des cibles voulues sans connaître exactement la taille de la population participante. Les sources de données, tout comme les données de base, vont être à déterminer sur le terrain dans le cadre de la recherche préliminaire pour les résultats. Pour ce qui en est des extrants, tout comme les données de base, il n'y a aucune source de données de base. Pour la méthode de collecte de données des résultats, il est question de l'utilisation de questionnaires distribués aux participants utilisant la méthode quantitative déductive avec échantillonnage non probabiliste pour les résultats 1000, 1100, 1200, 1210 ainsi que 1220. Pour le résultat 11-10 et 11-20, il sera question d'une observation participante sur le terrain auprès des bénéficiaires et des personnels de la santé utilisant la méthode qualitative inductive avec échantillonnage non probabiliste en raison de la nature des deux résultats immédiats. Pour les extrants, il est question d'un mélange entre des questionnaires distribués aux participants utilisant la méthode quantitative déductive avec échantillonnage non probabiliste, des recensements continus utilisant la méthode quantitative déductive, ainsi que des entretiens semi-dirigés utilisant la méthode qualitative inductive avec échantillonnage non probabiliste. Pour l'extrait 12-22, il sera question d'une évaluation individuelle auprès des entreprises qui reçoivent une subvention utilisant la méthode qualitative inductive avec échantillonnage. Pour les fréquences, la fréquence des collectes de données établie pour l'entièreté des résultats se fait via des évaluations des indicateurs à un intervalle de 6 mois et à la fin du projet. Pour les extrants, alors qu'il s'agit d'un atelier réalisé auprès de la population cible, la récolte de données varie entre les extrants. Donc, il y a une variation entre une récolte continue tout au long de la mise en œuvre du projet et une évaluation des indicateurs variant de 6 à 9 mois après le début des formations, puis à la fin du projet. Pour les responsabilités, donc finalement, l'affectation des responsabilités, il va avoir le ou la coordonnatrice qui sera présente dans l'entièreté des tâches. Pour les responsabilités associées à l'entièreté des résultats, l'assistant ou l'assistante de recherche du projet sera aussi en charge de la responsabilité des tâches. En addition, les responsabilités sont aussi divisées entre différents spécialistes en fonction de la nature du résultat ou de l'extrait. Donc les autres acteurs ayant des responsabilités sont des spécialistes médicaux, des formateurs ou des formatrices en éducation spécialisée, des professionnels dans un domaine sélectionné, ainsi qu'un ou une formatrice auprès des entreprises afghanes. Nous avons soulevé 5 risques auxquels nous avons trouvé des mesures d'atténuation possibles. Tout d'abord, il existe un risque de manque de financement de la mise en œuvre du projet et par conséquent dans l'atteinte des objectifs. Pour éviter une telle situation, une évaluation de l'environnement opérationnel sera complétée au début du projet afin d'élaborer un plan budgétaire stratégique et détaillé. Un suivi rigoureux des dépenses aura lieu tout au long du projet et une politique de transparence budgétaire sera imposée tout au long du projet. Dans le cas des difficultés financières, une réévaluation de l'opérationnalisation des activités aura lieu et si nécessaire l'embauche d'un coordonnateur financier sur le terrain afin d'assurer le respect du budget. Notre projet pourrait deuxièmement être confronté à un manque d'engagement et de coopération de la part des acteurs cibles afghans qui puissent remettre en cause l'atteinte des objectifs. Afin d'éviter une telle situation, une mise en relation avec les ONG et les parties prenantes qui travaillent déjà auprès de la population cible sera effectuée avant le début du projet. Comme ces derniers ont déjà acquis une certaine crédibilité sur le terrain, nous croyons que cela permettra aux Afghans d'avoir confiance en notre organisation et ainsi de participer davantage. En ce sens, assurer le respect des normes éthiques
incluant le bien-être des participants, permettra également d'établir une relation de confiance et ainsi susciter un plus grand intérêt et engagement envers notre projet. Enfin, si nous notons un manque d'engagement sur le terrain, une réadaptation de certains instants sera effectuée afin de limiter les nombres d'activités en lien avec les acteurs tiers avec lesquels il y a un manque de collaboration. Cela permettra de concentrer davantage de temps et de ressources dans les activités qui reçoivent davantage d'engouement, répondant ultimement aux besoins et aux intérêts locaux. Troisièmement, dans le contexte d'un État fragile comme l'Afghanistan, le risque d'insécurité politique est une possibilité vraisemblable, pouvant avoir une incidence sur la capacité des membres de l'équipe à pouvoir s'investir activement dans le projet. En ce sens, un plan d'évacuation d'urgence et de protection sera établi lors de l'élaboration du projet afin d'assurer la sécurité des membres de l'équipe. En tant qu'intervention préventive, nous assurons d'établir des liens, des réciprocités et des confiances entre les membres de l'équipe, les autorités gouvernantes ou avec les organisations possédant une capacité de négociation avec le groupe armé, tel que le CIR. Cela permettra de toujours à jour quant aux changements politiques ayant lieu dans la région et ainsi d'anticiper les possibles répercussions sur notre projet. Nous effectuerons aussi une évaluation approfondie du théâtre opérationnel afin de mieux comprendre les tensions qui existent entre les divers acteurs. Cela permettra de mieux cerner les niveaux de probabilité et l'impact de ce risque et ainsi d'analyser adéquatement la pertinence des mesures d'atténuation. Un autre risque auquel notre projet pourrait être confronté est le manque de travailleurs de la santé qualifiés capables d'offrir des consultations en matière de mobilité, d'ergothérapie et de rééducation spécialisée. Bien qu'une telle situation puisse avoir un impact direct sur notre projet, il existe tout de même plusieurs façons d'y remédier, incluant une évaluation des spécialistes de la santé intéressés à participer au projet afin d'évaluer leur niveau d'expérience et une formation obligatoire au début du projet afin d'assurer une conformité et un niveau de qualité de soins donnés aux Afghans handicapés. Dans la situation où aucun professionnel afghan spécialisé dans les domaines recherchés puisse participer à notre projet, nous pourrons avoir recours à des professionnels de la santé qui travaillent auprès d'ONG tels que Médecins sans frontières. Enfin, dans le cas d'une situation de pandémie telle que celle que nous vivons présentement, nous suivrons bien entendu les recommandations des autorités locales ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé quant aux mesures et aux procédures sanitaires, chose qui pourrait d'ailleurs occasionner une hausse de coûts, nécessitant une réévaluation du projet. Sans compter qu'un suivi plus poussé des indicateurs sera effectué afin d'évaluer l'ampleur de l'impact de la pandémie sur le bon déroulement du projet. Lors de la réalisation de notre projet, il était nécessaire d'identifier les parties prenantes afin de bien connaître l'entièreté des acteurs pouvant affecter positivement ou négativement notre projet. Premièrement, comme leader positif à forte influence, nous avons identifié Handicap International ainsi qu'Afghan Landmine Survivors Organization. Tous les deux sont les acteurs importants dans la promotion et la défense des droits de l'intégration des Afghans handicapés. Un autre acteur positif à forte influence est Voice of Women Organization, un organisme combattant l'exclusion et la stigmatisation des femmes handicapées afghanes. Étant l'une des principales organisations en Afghanistan, Voice of Women Organization protège les femmes afghanes en dénonçant la violence à leurs égards et en défendant leurs droits. Cette organisation accorderait un soutien important à notre projet. Concernant les acteurs positifs à faible influence, nous avons identifié le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que Médecins sans frontières. Tous les deux opèrent dans le domaine de la santé qui est important au bon déroulement de notre projet et demandant des connaissances fortement spécialisées. Le nouveau gouvernement taliban est un leader négatif à forte influence. Sous leur gouvernement, il y a instabilité et non-respect des droits humains, rendant les opérations des ONG plutôt risquées. Il est aussi important de mentionner les groupes extrême droite et la présence de l'État islamique dans plusieurs régions afghanes. Agissant comme opposants à notre projet, ces groupes représentent ainsi une menace dans la mesure où ils agissent dans un contexte où l'exercice arbitraire du pouvoir expose tous les individus à de graves violations des droits humains en toute impunité et à une forte opposition à l'ingérence extérieure. Finalement, certains acteurs identifiés agissent comme un groupe de soutien, tels que l'UNICEF, Mind Action Canada et Human Rights Watch. Ces acteurs offrent particulièrement un soutien politique, notamment en lien avec les enjeux très spécifiques qu'englobe notre projet. Pour que notre projet arrive à être réalisé, nous devons avoir suffisamment de ressources, d'où le recours à un bailleur de fonds pour notre financement. Prenons entre autres l'égalité des genres ainsi que l'amélioration de la santé des droits de femmes.
Affaires mondiales Canada nous permettrait de réaliser notre projet en raison des autres similarités entre nos deux visions, rendant notre projet de financement fortement éligible. En premier lieu, en raison de la nature de notre projet ainsi que la durée que nous avons précédemment projetée, nous avons établi que le budget serait de 1,5 million de dollars canadiens sur une durée de 4 ans. Le budget fut divisé en 3 catégories différentes, soit le salaire des employés, les coûts associés aux infrastructures ainsi que les coûts opérationnels du projet. Pour la catégorie des salaires des employés, nous avons identifié l'entièreté des positions à couvrir ainsi que la nationalité voulue de la personne prenant la position en question. Alors que le salaire des Afghans sera définitivement établi après avoir réalisé notre recherche de terrain, le salaire établi dans le budget provient d'une recherche en ligne préliminaire prenant en considération la précarité des individus concernés ainsi que la situation économique et politique actuelle du pays. En ce qui concerne les catégories des infrastructures, un budget de 237 400 $ canadiens fut alloué. Cela inclut la clinique mobile, les coûts de transport associés de la clinique, ainsi que les coûts de location de locaux. Pour les coûts opérationnels du projet, nous avons divisé en 3 sous-catégories, soit les coûts liés aux activités du coordinateur, les coûts liés aux activités du projet, ainsi que les coûts non catégorisés. Maintenant, un total budgété de 1 429 610 $ canadiens. Il est important de mentionner par contre que le montant précédent inclut aussi un fonds d'urgence de 100 000 $ canadiens répartis sur les 4 années d'opération. Nous avons établi une durée de 4 ans pour notre projet. Ayant divisé notre diagramme de Gantt en 4 catégories, la première phase inclut notamment l'élaboration du projet, les demandes de financement, la mise en contact avec nos partenaires et parties prenantes, l'embauche d'employés et enfin l'achat, la construction et l'envoi de la clinique mobile. L'opérationnalisation du projet prend en compte, entre autres, l'analyse de la recherche préliminaire, les collectes de données basées sur les indicateurs identifiés dans notre cadre de mesure de rendement, ainsi que l'évaluation des entreprises qui reçoivent des subventions. Il est important de noter que la fréquence d'évaluation des indicateurs correspond à celle mentionnée dans notre cadre de mesure de rendement, sans compter que suivant la collecte de données, nous consacrons du temps à l'analyse de ces dernières, nous permettant ainsi de modifier ou réorienter le projet, le cas échéant. Ensuite, la réalisation des activités inclut la recherche de terrain, les consultations médicales, les formations, les ateliers et le programme de financement. Enfin, la dernière phase inclut l'évaluation finale de la réussite ou de l'échec du projet en fonction de nos indicateurs et des cibles que nous avons identifiées, ainsi que la rédaction de rapports conclusifs sur les résultats de notre projet, ses limites et les leçons apprises. Au-delà de la logistique et des exigences de la gestion axée sur les résultats, notre projet est avant tout conçu pour les Afghans handicapés et, plus important encore, avec eux. Nous souhaitons que ce soit un projet tourné vers l'humain, vers la réciprocité et le partage, sachant que chacun des bénéficiaires ont une histoire à raconter, une histoire de courage, de force et de résilience.